Bonjour à toutes et à tous, 14h16, on n'a pris que 10 minutes de retard finalement. Merci en tout cas d'être avec nous. 6e et dernière table ronde de cette 3e édition des Assises de l'immobilier à Metz. Je suis ravi d'être avec vous. Merci, vous êtes nombreux à nous avoir suivis tout au long de cette matinée. Vous avez suivi exactement aussi les autres ateliers. Transformation des métiers, ubérisation, intelligence artificielle, data, blockchain. Bon, je ne suis pas sûr qu'on va traiter tous les sujets en 40 minutes. On va essayer de donner quelque chose qui vous permettra de décrypter un petit peu l'actualité. Pour en parler des professionnels justement de l'industrie immobilière au sens propre du terme, voilà, un triomphe pour Olivier Bugette, le président de la Boîte Immo. Merci. Ça va Olivier? Ça va bien, merci. Merci d'être avec nous. Voilà, sous un tonnerre d'applaudissements, David Benbassa, le patron de Bien Ici, est avec nous. Bonjour. Ça va David? Très bien. On ne se quitte plus, voilà. On était ensemble lundi et on se revoit demain à Paris et puis vendredi à Deauville. C'est ça, à Deauville, tout à fait, voilà, pour le congrès de l'UNIS. Et bien sûr, la légende de l'immobilier, voilà, dans le métier. Sa réputation l'a précédé. J'oserais pas vous dire qu'on l'appelle le boss, mais quand même, c'est pas loin. Brice Cardier est avec nous, le président de l'Adresse. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sylvain. Comment ça va, Brice? Ça va super bien. Ça fait plaisir. Pareil, Merci. partagé. Bon, merci d'être avec nous. Alors, on va essayer de partager ce dernier moment pour cette 3e édition. Ce qu'on peut déjà vous dire, mesdames et messieurs, c'est que c'est un véritable succès, si j'en juge ne serait-ce que par l'audience. En tout cas, merci, puisque ces assises, elles n'existeraient tout simplement pas s'il n'y avait pas de public. Voilà, je parle sous le contrôle de Cédric Lavaux, qui a présidé justement à la réalisation de ces assises. Alors, on va commencer par vous, Olivier. Alors, vous êtes très branché, effectivement, quand on dit ubérisation, on va dire digitalisation, parce que le terme ubérisation, c'est voilà, toujours une connotation un peu péjorative. L'intelligence artificielle qui a fait irruption, quand même, il faut le savoir, dans l'immobilier de façon assez massive. La data, les données, maintenant, il n'y a plus de débat sur les données. On sait qu'elles ont une vraie utilité dans son utilisation, hein, pas dans la donnée elle-même, mais dans l'utilisation. Et enfin, de la blockchain qui permet aussi, on l'a vu avec la crise sanitaire, avec l'impact qu'a traversé l'ensemble de la planète, l'utilité de la blockchain, justement, dans ces démarches. Moi, ce que je vous aimerais, dans un premier temps, en introduction, si vous voulez bien, c'est qu'on fasse une espèce de petit paysage, tu vois, un peu quelque chose qui nous permet de nous repérer. Où en est-on aujourd'hui, Olivier ? Où nous en sommes? Ouais, où nous en sommes plutôt. Ouais. Nous en sommes à devoir mener de front tous ces sujets et c'est pas évident parce que ça fait beaucoup de choses et ça fait appel surtout à beaucoup de ressources et cette ressource, elle a tendance à manquer un petit peu en France, notamment aujourd'hui. Il est délicat de trouver les compétences requises pour ces sujets qui sont très à la mode dans tous les secteurs d'activité. Donc tout le monde cherche ses data scientists, tout le monde cherche les personnes qui vont mettre en œuvre l'IA au sein de ces technos, etc. Donc nous, on avance, pas aussi vite qu'on voudrait, parce qu'on a déjà en tête les solutions de demain. Malheureusement, on est obligé d'utiliser celles d'aujourd'hui, parce que les développements prennent beaucoup de temps. Il y a le temps des projets, et il y a le temps du marché pour les adopter aussi. Donc ce que je peux vous dire, c'est que il n'y a pas un de ces sujets sur lesquels nous n'avons pas de vrais enjeux et sur lesquels nous ne sommes pas en train d'avancer, que ce soit pour impacter nos utilisateurs des CRM immobiliers, comme le grand public au travers des sites que nous délivrons à nos clients. Alors, vous l'avez dit, hein, les outils de CRM, c'est quand même fondamental, à la fois dans la chaîne de valeur, mais aussi dans la façon de générer les flux qui permettent, encore une fois, d'obtenir des mandats, d'avoir des clients, de faire son métier au quotidien. David, aujourd'hui, Bien Ici, c'est quand même assez symbolique, puisque vous allez fêter cette année, c'est la 6e année? 7e année? À la fin de l'année, ça fera 6 ans. Ça fera 6 ans, donc le 7 décembre 2015, à la Tour Eiffel, il y avait le lancement de Bien Ici, une idée un peu folle lancée par Jean-François Buet et toutes les équipes. Aujourd'hui, Bien Ici, c'est le 3e acteur français, me semble-t-il, sur le podium. Oui. 3e acteur français. Donc clairement, il n'y a plus de débat à la fois sur Bien Ici et la légitimité. Je peux vous dire que c'est vraiment un succès considérable. Question, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que demain, ou aujourd'hui, tel que nous l'a défini Olivier, les projets qui sont mis en place sur l'intelligence artificielle, par exemple, sur l'utilisation des données sur la blockchain, j'allais dire que c'est plus une option, c'est un processus de transformation qui est vraiment est bien opéré et continuera à se développer. C'est une question, j'étais content de venir à cette table ronde parce qu'en fait on a associé plein de mots.
qui aujourd'hui ne veulent pas dire grand-chose, où on leur prête un terme ou une définition un petit peu particulière. Donc il y a l'ubérisation, l'intelligence artificielle, la blockchain. Moi je trouve que le mot ubérisation n'est pas un mot forcément approprié, puisque dans l'ubérisation, il n'y a pas cette notion de transformation digitale. Si. Oui, mais transformation digitale au détriment finalement, c'est un peu une vision schumpeterienne du dispositif, c'est-à-dire qu'on détruit pour construire ailleurs. C'est pas exactement le cas. En fait, l'ubérisation, moi je regarde juste, ça vient d'où? Uber, ils ont fait quoi? Ils ont pris un marché à valeur, forte valeur, et ils se sont dit, tiens, je vais transformer ça avec une innovation technologique, je vais amener une plateforme, mais pas que, je vais amener aussi du service. Du service, absolument. Et du bon service, c'est-à-dire je vais mettre des voitures propres, des bouteilles d'eau, je vais pouvoir identifier l'identité du chauffeur, à quelle heure il va arriver, à quelle heure je vais arriver et combien ça va me coûter à l'avance. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas sur le marché des taxis. Donc il y a eu un apport de valeur extrêmement important. Après, ça s'est un petit peu dégradé. On voit où ils en sont aujourd'hui, mais ça a permis une chose très importante, c'est que ça a apporté de la valeur et ça a boosté les taxis. Regardez les taxis G7 aujourd'hui, il y a le même service, voire meilleur que ce que l'on a aujourd'hui chez Uber. Ah oui, c'est sans si appel. je fais le comparatif avec l'immobilier, aujourd'hui, quels sont les acteurs qui peuvent ubériser le marché de l'immobilier? En fait, aujourd'hui, j'en vois pas. Il y a plein de services innovants qui arrivent et qui viennent compléter l'action des agents immobiliers sur le terrain. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une plateforme qui peut ubériser l'immobilier? Je reprends ma définition. Marché à forte valeur, qui a été tronqué par des plateformes d'innovation par de l'innovation et une plateforme technologique. En fait, j'ai bien une idée. Alors, allons-y. Ce serait peut-être des grands acteurs médias qui traitent d'immobilier et qui pourraient demain faire le métier des agents immobiliers. Pour moi, ce serait ça l'ubérisation. Mais aujourd'hui, si on parle d'intelligence artificielle, etc., c'est un autre sujet que celui de l'ubérisation de l'immobilier. Et bien ici, tu en parlais, et je suis très heureux, moi, de travailler à la destinée de bien ici, c'est aussi pour empêcher cette ubérisation du secteur, très clairement. Bien ici est là pour ça. Et pourtant, tu es 100% innovation, 100% digital. Oui, mais on reste sur du traitement d'informations, de la data au service des agents immobiliers, des professionnels de l'immobilier d'une manière générale, puisqu'on traite aussi du métier des promoteurs, et on apporte, on peut reparler aussi d'intelligence artificielle, mais surtout de data, de données, on les redonne, on les capitalise, on les organise, on les traite, et on les redonne aux professionnels. C'est toute la difficulté du traitement de la data d'aujourd'hui et de celle de demain. Alors justement, Brice, au quotidien, on voit bien que les agences, non seulement elles ont résisté à ce qu'on a appelé l'ubérisation, mais on voit bien qu'il y a des limites à l'ubérisation. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un métier qui est ubérisable en tant que tel? La réponse est non, je ne crois pas. Alors, oui. déjà, je voudrais faire une remarque sur ce qu'a dit David concernant l'histoire G7. J'ai appris très récemment, je ne sais pas si vous le savez, que l'application G7, qui est extrêmement bien fichue, qui est beaucoup mieux fichue que celle d'Uber, eh bien, elle existe avant Uber. Ouais, j'ai appris ça il y a très très peu de temps. Tu veux dire que les dossiers étaient dans les cartons de G7? Eh bien, les dossiers, ils étaient réservés à la classe affaires. Donc c'est juste une question d'arbitrage. C'est que G7 n'a pas su finalement se dire qu'il fallait que ça profite à tous et pas uniquement à la classe affaires. Donc ça, c'est juste pour dire que c'est qu'une question d'arbitrage et pas forcément d'avoir des outils, c'est savoir les mettre à disposition. Après, au risque d'être un peu hors sujet, si on parle d'ubérisation, pour moi, l'ubérisation, elle montre une chose qui a été débattue, et du reste, c'était très intéressant, la table ronde avec les mandataires et Laurent. Laurent, Vincent Pavanello. Julien et Laurent. Et Julien. Pour moi, l'ubérisation, c'est la proximité. Les mandataires, aujourd'hui, ont su prendre une place là où on n'a pas su s'installer. Enfin, moi, c'est ce que j'essaie de défendre auprès de mes associés. Alors, je rappelle que le réseau L'Adresse est un réseau qui se distingue des autres par deux singularités. La première, c'est qu'on a été créé à l'initiative de la FNAIM. Et aussi fou que ça puisse paraître, aujourd'hui, on défend des réflexions un peu comme celles qui ont été défendues à l'époque de la FNAIM, où, suite à un voyage d'affaires, certains qui étaient même présents aujourd'hui se sont aperçus qu'il y avait des modèles outre-Atlantique qui allaient peut-être s'installer en France. Et comme d'habitude, en France, on aime bien ne pas croire au changement et on reste sur des modèles confortables. Donc, les modèles que représente Century aujourd'hui, on n'y croyait pas et force est de constater que ça a finalement vu le jour. Et le réseau L'Adresse a été créé
par la FNM pour cette raison. Et la seconde chose, c'est en effet, tu l'as Je ne savais pas, l'adresse a été créée en réponse à la présence de Century en France. Pas Century. Non, mais en quelque sorte, Mais ce modèle-là. c'est un voyage d'affaires, un voyage d'études. Je crois que Bernard Grèche, qui était ici ce matin, a participé à ce voyage. Bernard a su transformer finalement ce qui était l'ancêtre de la MEPI, qui était Orpi. Oui, tout à fait. Et il a su avoir l'idée de vendre aux associés de ce fichier commun de partage d'exclusivité, de dire, et si demain on avait la capacité d'avoir une enseigne commune, on deviendrait sur un malentendu le premier réseau français. Donc c'est ce qu'a fait Bernard. Et de l'autre côté, Blairy, Michel Trollet, pour ne pas le nommer, ont ramené dans leur valise la marque Century. Alors justement... Alors attends, je t'amène, alors, je suis en train de m'éloigner. Oui. Et la deuxième chose, c'est que la singularité qu'on a, c'est qu'on est une coopérative. Et le principe de la coopérative, et c'est une des raisons, on pourrait dire la raison pour laquelle je suis rentré dans ce réseau il y a une quinzaine d'années, c'est qu'on n'est pas sur un modèle figé, on est sur un modèle où, moi le premier, en tant qu'élu, participons à la prise de décision, et on est sans cesse en train de se demander, finalement, quelles sont aujourd'hui les attentes de nos clients, quelles sont les attentes d'aujourd'hui, les attentes de demain, etc., etc. Je crois qu'il faut accepter une chose, c'est qu'avant le client final, il y a un nouveau collaborateur qui s'est installé, il y a un nouveau client qui s'est installé, c'est le collaborateur. Et aujourd'hui, le principe de l'ubérisation, c'est la capacité, avec ce petit truc, d'être capable, et tout le débat est lancé, l'idée, c'est pas de savoir à qui incombe la faute, est-ce que c'est les syndicats, est-ce que c'est les patrons de réseau, sur ce coup-là, on est tous responsables, et il faut faire avec. C'est qu'aujourd'hui, pour des raisons de démocratisation de notre profession, les gens se foutent de savoir si le type est extrêmement bien formé ou pas bien formé. Il a juste identifié à la sortie de l'école l'épouse de monsieur ou le mari de madame qui lui a dit qu'il est agent immobilier, et au moment où il a un projet, il va à la proximité, il lui fait savoir qu'il a un projet, le mandat est rentré, tout est dit. Pour moi, l'ubérisation, c'est ce qui existe déjà avec les mandataires. Et clairement, la réflexion qu'on porte auprès du réseau aujourd'hui, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à rester sur le quai de la gare et à regarder les trains qui passent? Ou est-ce qu'on accepte l'idée de pouvoir avoir un modèle un peu plus sexy, un peu plus désirable? Et une fois de plus, le plus compliqué, c'est de le faire savoir. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire, où aujourd'hui, on a dans notre budget pris la peine de dire, on n'est pas là pour se substituer et venir remplacer des logiciels métiers comme celui que représente Olivier, et qui sont des logiciels performants. Mais le spectre, c'est la data. La data, tout le monde sait que depuis des années, c'est nous qui la possédons. Il n'y a même pas besoin d'avoir l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quoi? Quand tu signes un compromis de vente, tu as 3 mois entre le compromis et la signature définitive pour pouvoir imaginer tout ce que vont avoir besoin de nos clients. Et l'idée, c'est, à travers la data, de se dire, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça fait des années, finalement, on n'en fait rien. Alors bien ici, en effet, vient répondre à cette problématique, qui a été un long débat parmi toutes les personnes qui ont participé à la création de bien ici. Mais moi, je me rappelle qu'il y avait un conseil d'administration auquel j'ai participé, un administrateur qui était plus jeune que moi. Il y avait le spectre à l'époque de pouvoir négocier avec un portail connu que je ne citerai pas, mais qui n'est pas bien ici. Et la condition, c'était de donner nos bases de bien vendus. Alors forcément... les vieux de la vieille se sont tous levés en disant « c'est hors de question », etc. Puis il y a le plus jeune du conseil qui a dit « mais ok, et toi, t'en fais quoi de la data, Brice? Toi, concrètement, la data du réseau adresse, t'en fais quoi ?» Et là, je me suis retrouvé comme un con en disant c'est vrai qu'on en fait rien. Dans ces cas, autant que ça profite et que ça fasse baisser nos coûts. Et la réflexion est venue de là. Et l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire justement de cette data? C'est pour cette raison qu'on a été les premiers à croire à la conciergerie. La conciergerie, c'est quoi? C'est déterminer sur les flux une étape qui vient anticiper une autre. L'étape, c'est la signature d'un bail. Un bail, généralement, c'est entre 15 jours et 1 mois avant le déménagement. Et un compromis de vente, c'est 3 mois. Et la conciergerie a su exploiter finalement notre data pour être capable de dire on va vous aider sur le déménagement, on va vous aider sur les travaux, les flux, etc. Alors, on va justement... je vais suivre exactement cette démarche des données, du traitement de la donnée. Olivier, toi, tu es un expert en la matière. Les données en tant que telles, est-ce qu'il n'y a pas un fantasme autour de qui est propriétaire de la donnée? Qui est propriétaire de la donnée? Le propriétaire de la donnée, c'est celui qui la produit. Donc ça, c'est extrêmement clair. Donc l'agent immobilier. C'est l'agent immobilier qui va rédiger, donc produire de la donnée, qui en est le propriétaire. Après, qui peut l'exploiter? Là, effectivement, juridiquement, c'est un petit peu plus complexe. Il y a les portails qui l'exploitent. Je ne sais pas, David, ce que tu fais avec ta data. Il y a les CRM qui ont la capacité aussi de l'exploiter. On le voit notamment au travers des outils. Est-ce que toi, tu l'exploites sur les outils de la boîte IMO? Moi, je réponds pas à cette question. Je ne l'exploite pas à l'heure où je te parle, mais évidemment qu'on a des projets et on l'exploite au profit de nos utilisateurs. Mais oui, non, mais c'est-à-dire pas, que l'idée, si pas tu veux, c'est d'un point de vue, bien sûr, pour le bénéfice des clients. J'entends bien. Tu les aides en fait à exploiter leurs propres données, c'est ça que je veux dire. Non, si on veut les aider à exploiter leurs propres données, ça passe par l'exploitation des données de leurs confrères, parce que leurs données, elles ne valent rien.
Pourquoi ? Parce que les tailles aujourd'hui ne sont pas critiques. Et pour exploiter la data, il faut être sur de la masse. Donc si on n'est pas capable d'agréger de la data de milliers d'agences, Donc en fait, il faudrait mutualiser ça l'ensemble ne de sert à Oui, rien. mais oui, bien D'accord ? sûr. Un réseau qui aurait 100, 200, 300 adhérents, par exemple, ne peut pas exploiter sa data. Elle n'est pas pertinente. Pour exploiter une data, il faut qu'elle soit locale et il faut qu'elle soit massive. Donc quand tu as, par exemple, 1000 agences sur Paris, alors à ce moment-là, tu peux effectivement exploiter cette data pour réaliser des modélisations et puis aller sortir des réalités, des faits qui vont mettre en avant l'évolution d'une tendance haussière ou baissière d'un prix sur une cartographie donnée. Mais il faut bien comprendre qu'à l'échelle d'une agence ou même d'un réseau, c'est pas suffisant. Il faut avoir une exploitation Alors, totalement c'est pas massive. suffisant pourquoi ? C'est-à-dire pour... Parce que si la Ça donne data, pas de- on veut l'utiliser, il faut qu'elle soit pertinente. Pour qu'elle soit pertinente, il faut qu'elle soit exhaustive. Il faut qu'elle émane de milliers d'utilisateurs. L'utilisation d'une donnée, c'est par exemple pour définir des tendances, des prix, des orientations, des besoins, des usages, c'est ça que tu veux dire ? Pour être plus clair dans mes explications, si tu prends un exemple concret, une rue de Paris par exemple, et tu souhaites regarder un petit peu comment évoluent les prix, d'accord ? Tu vas utiliser la data. Si tu as l'équivalent d'une centaine de ventes qui ont été réalisées dans cette rue ou même dans cette résidence, c'est pas probant. Il faut avoir accès à des milliers et des milliers de ventes qui auraient été réalisées pour pouvoir en retirer quelque chose. C'est sur la masse que tu vas pouvoir affiner la visibilité que tu as des résultats mathématiques que tu ressors de cette data. Donc, pour ça, il faut vraiment être à minima un portail national, un CRM national, des réseaux qui sont éventuellement en collaboration entre eux et qui acceptent de partager leur data pour la rendre exhaustive. C'est le cas de la MEPI. Ça peut être le cas de la MEPI, oui, par exemple, qui agrège à peu près 4000 agences. Donc après, je ne sais pas à quelle partie de la data la MEPI a accès ou pas. Est-ce qu'il a accès à toute la data? Est-ce que ensuite, dans les règles qui régissent la MEPI ou d'autres outils, les adhérents donnent leur accord ou ne la donnent pas? Bon, là, il y a un peu un vide juridique parce que quelque part, une fois que c'est dans des bases de données informatiques, MySQL par exemple, bon, ça devient, on peut l'anonymiser la data aussi. À la fin, on finit par plus savoir quelle est la provenance de cette data en fait. Chez Bien Ici, on fait comment? Justement, réaction sur ce que vient de nous dire Olivier. David. Il a raison sur un point, c'est qu'il faut de la masse pour que ce soit pertinent et qu'on arrive à avoir une certaine finesse dans l'analyse. Maintenant, chaque agence, chaque réseau devrait être en capacité de traiter sa data. Et sa data, c'est une première chose, l'identité des gens qui sont rentrés dans l'agence, qui en sont sortis, est-ce qu'ils ont fait une transaction, une location, bref, ça reste de la data. Il faut qu'elle soit, encore une fois, organisée, traitée, et peu importe qu'on soit gros ou petit, oui, et ça dépend ce qu'on veut en faire. Donc c'est vrai qu'à notre niveau, on dispose maintenant d'un volume impressionnant d'informations et de données sur le trafic, sur les volumes de recherche. Donc ça, c'est des informations qu'on est capable d'agréger, de traiter et de redonner à l'ensemble de nos clients. Je le disais tout à l'heure, pour exemple, aujourd'hui, tous les trimestres, on envoie à l'ensemble de nos clients une analyse sur leur portefeuille. De dire, vous avez un portefeuille de ce type-là, 2 pièces, 3 pièces dans telle zone. Je vais être capable de vous dire, avec l'analyse de données de Bien Ici, que la recherche sur votre zone de chalandise, elle est plus portée sur des T4. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer la façon de travailler, ça veut dire que c'est une information qui va permettre peut-être de mieux travailler ou de se caler à l'évolution du marché. Voilà ce que j'appelle du traitement de la donnée, de son exploitation et de la restitution à ceux qui vont l'utiliser de manière cohérente. Donc, mais la data, ça peut être aussi plein de choses, de la donnée open source. Donc, dans les estimations, l'État a mis à disposition une base de données ouverte qui s'appelle DVF et que tout le monde utilise maintenant. Ça ne gêne pas que tout le monde utilise cette base de données, c'est pertinent. Il en faut d'autres pour être plus exhaustif dans une analyse d'estimation. Mais ça peut être une autre donnée que nous, on utilise à des fins finalement de satisfaction du recherchant immobilier ou l'affiner dans sa recherche. C'est par exemple les bornes de recharge électrique sur le territoire. Ça va intéresser un recherchant immobilier de savoir que le bien qu'il recherche ou qu'il souhaite acheter se trouve proche d'une borne de recharge électrique, ou alors qu'il y en ait une au sein de la copropriété, c'est une autre information, ou de savoir tout simplement que le logement est fibré ou qu'il est dans un quartier fibré. Tous ces types d'informations, c'est de la donnée. Le tout est de l'exploiter et de la rendre visible et de la donner. Ce que tu disais tout à l'heure est vachement intéressant. Ils avaient déjà le G7, l'appli, et problème de timing et communication, ils ne l'ont pas fait. Encore une fois,
Ils avaient la techno, mais ils ne l'ont pas mis au bon moment sur le marché. Ouais, s'il l'avait mise en marché, ça aurait été extraordinaire. Tu voulais réagir là-dessus, Olivier? Parce que David a raison, en fait, il y a la data, il y a la big data, il y a plusieurs typologies de data. Ce qui concerne l'agence locale, le fait d'exploiter ses propres propriétaires, acquéreurs, etc., pour ensuite pouvoir, avec de l'intelligence artificielle notamment, créer des actions automatiques de relance, de rappel, de suivi, etc., c'est quelque part de l'exploitation de data. Donc pour revenir un petit peu sur ce que je disais, l'agent immobilier local, il peut utiliser sa data. En revanche, souvent quand on parle de data, on induit la big data. C'est de la modélisation de prix, c'est de l'exploitation de baromètres. Oui, de la différence, tendances. oui, pour nos amis, enfin, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc différence entre data et big data, c'est... Bah, la data, c'est tout ce que tu peux saisir dans un CRM, par exemple. Ça va être ne serait-ce qu'une fiche acquéreur.